Préface. Voici en un fort volume baptisé Code de l'animal, réunit l'ensemble des règles juridiques concernant les animaux. Qu'est-ce qui motive cette entreprise? Probablement d'abord le souci de rassembler ce qui était dispersé. Un tel outil s'avéra rapidement indispensable à de nombreux acteurs. Les enseignants et les chercheurs auront désormais sous la main les éléments dont ils devaient jadis partir en quête. Mais c'est aussi aux professionnels, qui ont partie liée à l'utilisation des animaux, que s'adresse cette somme. Ils ne pourront plus ignorer ce à quoi la loi les enjoint. Car ceux qui tirent leur subsistance de l'exploitation et de la mise à mort des animaux doivent en effet se plier à des règles dont on découvre cependant que non seulement elles ne sont pas douces aux bêtes, mais encore qu'elles sont gravées d'exceptions, quand elles ne sont pas de simples recommandations. S'agissant des animaux, les utiliser signifie pour ainsi dire toujours les faire souffrir en les privant de liberté, d'un milieu approprié à leur espèce et d'une vie de relation ou en leur infligeant des actes douloureux et invasifs, mutilation sans anesthésie dans les élevages, gavage, inoculation d'agents pathogènes ou de substances possiblement délétères, et les mettre à mort. Pourquoi préférons-nous les animaux morts plutôt que vivants? Voilà une question abyssale que la lecture de cette législation fait surgir. Le Code de l'animal est le livre dans lequel la condition animale est mise à nu. Il est la photographie de nos rapports avec le monde animal. Il place sous nos yeux le dispositif de la violence légale. Ces pages apprendront à ceux qui l'ignoraient que, dans le droit positif, les animaux sont d'abord bons à tuer. Ce que le législateur réglemente, en effet, ce sont les procédures de mise à mort des victimes dont il détermine la liste. Leur protection, la chose a été maintes fois soulignée, vise à éviter aux animaux des souffrances inutiles, et trouvera-t-on notion plus élastique que celle d'utilité? Peut-on dire d'un acte cruel qu'il est tout à fait inutile quand il est jugé beau par certains, fait plaisir à d'autres, à la tradition pour lui, chose à laquelle le législateur se montre particulièrement sensible? Ce dernier ne déroge-t-il pas alors aisément à la règle qu'il vient d'édicter, par exemple en exemptant les courses de taureaux et les combats de coqs des peines prévues par l'article sous le coup duquel ils devraient tomber, ou encore en autorisant l'abattage sans étourdissement, une mesure pourtant minimale destinée à protéger les animaux au moment de leur abattage, dans ces lieux d'exécution massive que sont les abattoirs. En plus de son intérêt didactique, de ses visées déontologiques et pratiques, de l'interrogation philosophique qu'il soulève sur le type d'humanité qui se donne à voir dans l'institution d'une telle violence envers les animaux, cet ensemble de textes a encore une autre dimension. Il esquisse l'autonomie du droit animalier, une idée chère aux contributeurs de l'ouvrage. De fait, le titre lui-même, Code de l'animal, met au jour une figure enfouie dans un livre portant sur les biens, réunit les membres disjoints d'une entité dont le statut, le devenir et le traitement sont épars, restaure l'unité et la singularité des êtres vivants et doués de sensibilité. Encore cette figure se trouve-t-elle d'emblée divisée. Les animaux domestiques et assimilés, livre 1, qui seuls font l'objet d'une protection pénale d'un côté, et les animaux sauvages, livre 2, de l'autre, qui n'ont droit à aucune protection, si ce n'est par ricochet, lorsqu'un individu appartient à une espèce protégée. Un encadrement des activités est alors prévu. Mais cette protection est fragile. Elle n'est pas pérenne et n'est, durant sa période de validité, nullement à l'abri de mesures dérogatoires qui la rendent caduque, comme cela est par exemple le cas pour les loups. Quant aux animaux qui ont le malheur d'être déclarés nuisibles, tous les coups contre eux sont permis. Les auteurs ont pris soin de souligner que ceux des animaux qui vivent à l'état sauvage sont eux aussi vivants et sensibles, des qualités qu'ils naissent d'âge en âge,